On est de retour, on parle dans quelques instants du match de hier du Canadien, du match de ce soir aussi avec Max Stroman. Avant toute chose, avant qu'on retrouve Sophie Mongeon qui est en studio, deux annonces. L'opération Vœux de Noël est de retour cette année au 99.5 Montréal. On en est à la 6e année déjà. Ça se déroule d'ici le 31 octobre prochain. En quoi ça consiste? Bien, Leclerc Communication est fier de s'associer à la Fondation Marie-Ève Saunier. Donc, on vous invite à profiter dans les 8 prochains jours, là, d'ici le 31 octobre, de l'occasion pour réserver votre campagne publicitaire au plus bas prix de l'année. Je le répète, c'est d'ici le 31 octobre. Donc, une partie des profits va être remise à la Fondation en soutien aux familles en situation précaire et dont un enfant vit avec le cancer. Pour réserver votre campagne publicitaire au plus bas prix de l'année, visitez le 995.fm. Vous allez dans la section Vœux de Noël sur la page d'accueil. Ou sinon, vous nous appelez au 418-682-8420. 418-682-8420. Deuxième annonce, on a une page YouTube. C'est le 995 Montréal. Donc, vous allez là-dessus. Vous pouvez revisiter, regarder, revisionner, envoyer les segments, les faire circuler. On est là-dessus sur YouTube. Bonjour, Sophie. Bonjour. Je suis content de finir la semaine avec toi. Par contre, c'est sûr que le premier sujet, c'est un sujet un peu plus triste. On en a parlé il y a quelques semaines. C'est la sclérose en plaques en Estrie, dans le Val-Saint-François. Il y a des gens qui ont attrapé cette maladie-là, l'ont développée et se sont rendus compte qu'autour d'eux, il y en avait beaucoup, peut-être trop, de gens qui avaient attrapé cette maladie-là. Et là, ils ont fait appel à la santé publique. Il y a eu une enquête. Ça n'a pas duré bien longtemps parce que la santé publique, assez rapidement, a dit il n'y a pas de cas excessif de SLA, donc on arrête l'enquête puis on laisse les scientifiques faire leur travail. Pas bien encourageant. Là. Bien, l'objectif d'une enquête en santé publique, c'est à deux volets. Soit d'identifier s'il y a un taux d'incidence supplémentaire que dans la communauté en général et d'essayer d'identifier les facteurs de risque. Vous le savez, la sécurité publique, l'objectif, c'est justement de protéger le public, ça le dit. Et avec le temps, parce que dans le fond, ils ne sont pas arrivés à une conclusion claire, parce qu'ils n'étaient pas capables d'identifier exactement la maladie. Et souvent, elle va être catégorisée comme une maladie neurodégénérative en général, donc on n'était pas capable de l'identifier. Il y a d'autres maladies qui sont à déclaration obligatoire. Donc ça a été mis sur pied pour justement permettre à la santé publique, après ça, d'identifier un petit peu plus qu'est-ce qu'il en était. Donc pour eux, étant donné qu'il n'y avait pas de... la sclérose en plaques n'était pas identifiée clairement dans les documents médicaux, c'était difficile pour eux de répondre aux deux questions. Mais ça n'arrêtera pas là. Selon moi, peut-être qu'ils vont rajouter ce diagnostic-là comme maladie à déclaration obligatoire. Une maladie à déclaration obligatoire, j'en ai des exemples ici qui sont intéressantes. Là. Par exemple, la maladie du charbon, anthrax, la peste, la variole, l'amiantose, qui est une maladie justement reliée à une exposition à l'amiante, les mésothéliomes, les infections avec chlamydia, la coqueluche, la rage, la maladie de Lyme, la syphilis, la tuberculose. C'est des exemples de maladies à déclaration obligatoire qu'un médecin, dans les 48 heures d'un diagnostic, doit donc informer justement la santé publique pour qu'ils puissent faire une enquête. Étant donné que la sclérose en plaques, Lou Gehrig, n'est pas sur cette liste-là, peut-être qu'elle va le devenir, je pense, après ça, bien, c'est difficile pour la santé publique, effectivement, de pouvoir identifier les risques et, évidemment, s'il y a une prévalence supplémentaire que dans la communauté en général. Sauf que c'est quand même vraiment intéressant. Il y a eu de l'avancement là-dessus. Ouais. On sait aussi que Charlevoix, il y a eu des mêmes choses. Là. Puis, il y a comme peut-être un dénominateur commun, c'est qu'il y a des usines proches quand même. Là, on parle de l'usine Domtar à Charlevoix. Elle s'est engagée à collaborer avec la santé publique si on lui demande de collaborer. Si on lui demande. Mais le problème, là, Rémi, on en a parlé à plusieurs occasions. Si on est capable d'identifier que la maladie est reliée à une exposition au travail, ça veut dire que l'employeur va être tenu responsable et ça va y coûter de l'argent. Donc, c'est un petit peu ça. Là. Donc, avec l'amiantose, les mésothéliomes, c'est le même principe. Tu es exposé à l'amiante, tu développes une maladie professionnelle. Qui paye pour ça? L'employeur. Fait que, oui, malgré qu'on a de la bonne volonté de Domtar, est-ce qu'ils veulent vraiment que la maladie soit reliée au travail? Pas du tout. C'est évidemment pas ça que j'essaie de dire. Mais tu sais, mettons, elle aurait pu ne même pas répondre. Parce qu'il y a des entreprises qui ne collaborent pas du tout lorsqu'on leur écrit. Je parle pas de la santé publique, mais les journalistes. C'est un journaliste qui a demandé à Domtar, est-ce que vous êtes prêt à collaborer? On dit, oui, si on nous fait la demande. Mais il y a des entreprises qui ne répondent pas. Il y a quand même un degré, je pense, de collaboration qui est un peu différent dans ce qui est annoncé. Moi, tu me fais plaisir, parce que là, tu me dis en ce moment, la santé publique n'a pas renoncé à mener des enquêtes. Par contre, il leur manque des données. Parce que moi, je lisais ça, je me disais, c'est un peu décourageant. On aurait dit qu'ils disaient, chercheurs, attelez-vous, mais nous,
on s'en lave les mains, mais c'est pas exactement ça. Là. Bien, avec tout ce qui s'est passé, peut-être qu'effectivement, le règlement sur les maladies à déclaration obligatoire pourrait être modifié. Donc, on pourrait rentrer ça dans la nomenclature des autres blessures, des autres maladies, puis peut-être éviter ce qu'il y en est. Mais j'ai le goût de vous répondre, il n'y a pas assez de preuves pour le moment, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard. Regarde la maladie de Parkinson, là, finalement, qui vient juste d'être acceptée, comme qu'on discutait, avec une exposition aux pesticides. Alors, il y a encore de l'espoir pour les gens qui souffrent, parce que toute la recherche a été mise dans des remèdes et non la cause. Et là, je pense que maintenant, la cause va devenir un débat plus intéressant. Autre sujet, hier, on apprenait que l'usine québécoise de camions Paccar a annoncé le transfert aux États-Unis des 2 tiers de sa production. Ça, c'est en raison des nouveaux tarifs douaniers. Ça veut dire que c'est une mise à pied de 300 des employés restants. J'aimerais ça qu'on parle, parce que tu es avocate, des droits des travailleurs puis des recours qui existent lorsqu'on perd son travail comme ça. Quand il y a une mise à pied massive, vous êtes protégé par les normes du travail. Toutefois, quand vous êtes syndiqué, c'est la convention collective qui prime. Une convention collective ne peut pas donner moins de droits que ce qui est prévu aux normes du travail. Fait que majoritairement, elle est plus généreuse que la loi stricte comme telle. Donc, d'une mise à pied, ça veut dire tout simplement, là, les travailleurs n'ont plus d'argent. Donc, leurs options sont l'assurance-emploi pendant un petit bout de temps. Et si la mise à pied perdure plus de 6 mois, là, ça devient un licenciement collectif. Et là, l'entreprise est obligée de donner 16 semaines à chaque travailleur, mettre en place un comité pour essayer de les replacer ailleurs. 16 semaines, ah oui? 16 semaines. Quand c'est, regardez, j'ai les notes ici, quand c'est quand ça touche 100 à 299 employés, c'est 12 semaines. Puis quand c'est de 10 à 99 employés, c'est 8 semaines. Donc, si la mise à pied dure plus que 6 mois, ça va devenir un licenciement collectif. Mais entre-temps, c'est quoi les options de ces personnes-là? L'assurance-emploi. Disons que pour toute personne haute, c'est l'assurance-emploi. Après ça, tu as Emploi Québec qui peut te donner un petit soutien si tu retournes aux études. Et il y a un petit programme que personne connaît, puis ça me fait tellement plaisir d'en parler. Personne connaît sauf toi. Sauf moi, bien sûr. Le programme de protection des salaires, qui est un programme fédéral. Fait que si votre employeur fait faillite, donc il n'y a plus une scène, il est sous la protection, là, évidemment, il n'est pas capable de te payer, ce programme-là peut vous donner jusqu'à 7 fois vos gains hebdomadaires avec un maximum de 8 844,22 $. Wow! Ouais. Comment ça, personne connaît ça? Parce que personne n'est aussi doué que moi dans les lois administratives, tu le sais. Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est hyper important parce que, donc, si l'employeur faisait faillite du jour au lendemain, oui, l'assurance-emploi, mais en plus, tu as ce programme-là fédéral. Tu sais, les travailleurs ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Je regarde, le monde change beaucoup. L'intelligence artificielle prend du dessus, nous submerge. Les gens qui travaillent dans n'importe quelle industrie puis qui sont évidemment avoir besoin d'un recours immédiat comme ça, ont peut-être aussi la responsabilité, malheureusement, de se réinventer aussi, puis de s'imaginer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Je pense oui, il devait y avoir des travailleurs là, chez Paccar, comme ça, dans la trentaine, dans la quarantaine. Tu sais, c'est pas garanti que quand Donald Trump va s'en aller, qu'il n'y aura pas un président qui va continuer d'imposer des tarifs comme ça. C'est souvent un renvoi. Hein? Puis c'est facile à dire. C'est maudit que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est une occasion de réfléchir aussi au destin. Oui, absolument. Et c'est pour ça que si vous vous retrouvez sur l'assurance-emploi à long terme, vous pouvez avoir de l'aide de recyclage, de réadaptation au niveau de Emploi Québec. Mais comme je vous dis, si ça devient un licenciement collectif, l'employeur va être obligé de mettre sur pied toute une mise en place. C'est une concertation pour l'emploi. Il faut qu'il y ait un comité d'aide au reclassement. Okay. Donc, l'employeur a une obligation avec le gouvernement d'essayer de replacer ces personnes-là sur le marché du travail, donc ne sont pas abandonnées. Mais la mise à pied, elle est là actuellement. C'est un moment de réflexion pour le gouvernement, effectivement, et l'employeur de voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour réinventer la roue. Donc, essayer de replacer ces travailleurs-là. Mais d'un autre côté, j'ai le goût de vous répondre, une mise à pied massive, là, moi, je fais du droit du travailleur, c'est une belle façon aussi de se débarrasser de travailleurs. Eh oui. Il y a du monde qui sont malins, hein? Oui. On ne se le cachera pas que c'est une belle façon peut-être de faire le ménage dans notre staff, là, dans notre entreprise au complet, et puis dire que c'est une question économique et éviter de payer des indemnités de fin d'emploi. Merci beaucoup, Sophie Mongeon. On ne se verra pas de la fin de semaine, mais on va se voir mardi? Non, mardi, malheureusement, je suis à la cour. Ça va aller à jeudi prochain. Colin, une semaine sans toi. Oh, hein? Comment vais-je y arriver? Merci, Sophie Mongeon. Merci.